Le Laos, plus exactement la République démocratique populaire du Laos, surnommé aussi le pays aux millions d'éléphants. Ce n'est pas la destination la plus fréquentée de l'Asie du Sud-Est, malgré une progression constante du nombre de visiteurs étrangers ces dernières années, hors période Covid. En 2022, la Thaïlande caracolait loin devant avec 25 millions de touristes, suivi du Vietnam avec 13 millions, puis le Cambodge avec 7 millions, quand le Laos n'en compte que 3,5 millions. Il est vrai que le pays est enclavé, sans accès à la mer, à contrario de ses voisins, y compris la Birmanie, toujours enlisée dans une terrible guerre civile à ce jour, qu'il ne compte pas de sites aussi spectaculaires qu'Angkor et ses temples, Bagan et ses milliers de pagodes, pas plus que de baies d'Along ni de fabuleuses plages et îles comme en Thaïlande. Quand on traverse ce pays, on y découvre pourtant des paysages époustouflants et préservés. De nombreuses forêts primaires, des cascades parmi les plus belles d'Asie, une incroyable diversité de groupes ethniques, entre 65 et 130 selon les estimations, et surtout, une quiétude, une authenticité et une sérénité quasiment disparues dans les pays voisins. Pour notre 5e voyage au Laos, nous nous sommes fixés un double objectif. Assister à la fête des Lumières de Luang Prabang et entreprendre une grande boucle sur les plateaux des Boloven et de Cam Ranh à la rencontre de la minorité Laven dont sont issus les Halak et les Katu. Pour aller de la capitale, Vientiane, au poste frontière de Boten, 3 heures suffisent désormais en empruntant le train à grande vitesse, opérationnel depuis 2021. Il a été construit par les Chinois dans le but de développer les nouvelles routes de la soie vers leur pays et de relier dans quelques années la ville de Kunming dans l'Empire du Milieu à celle de Singapour. À ce jour, la ligne compte 10 gares entre Vientiane et Boten, mais à terme, il y en aura 33. Vang Vieng, petite ville de 20 000 habitants posée au bord de la rivière Nam Song, à mi-chemin entre Vientiane et Luang Prabang, est à elle seule un condensé de la beauté du Laos. Forêts luxuriantes, lagons bleus, rizières inondées, collines verdoyantes et montagnes karstiques. Pour ces 3 premiers jours au Laos, nous louons des scooters, le moyen de transport idéal pour se déplacer à notre rythme. L'idée est de nous immerger dans cette douceur de vivre, emprunter pistes et chemins, et louvoyer entre les formations rocheuses uniques hérissées autour de nous. Bref, nous perdre dans la campagne. Les vols en montgolfière de Vang Vieng, que ce soit au lever ou au coucher de soleil, sont une expérience exceptionnelle. On découvre d'un autre angle la dimension et la beauté fantastique de cette région. Niché entre le Mékong et la rivière Nam Can, Luang Prabang, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, est une destination incontournable où le charme de l'architecture coloniale française se mêle à l'incroyable beauté de son environnement naturel. On y croise des moines en robe safran devant ces 33 temples magnifiquement dorés, dont le Wat Xieng Tong, qui signifie « temple de la ville d'or », le plus beau et le plus élégant du Laos. C'est un véritable joyau architectural qui date du XVIe siècle, constitué d'un grand nombre de pavillons richement ouvragés. On y découvre la superbe mosaïque représentant l'arbre de vie, symbole évocateur du lien entre le monde terrestre et l'univers céleste. La beauté du Wat Xieng Tong réside dans l'art qui orne les murs du sanctuaire. Ces fresques murales reflètent le génie des artisans du Laos qui ont habilement combiné des techniques architecturales traditionnelles, sculptures sur bois et fines bandes d'or, et modernes, la mosaïque de verre depuis le siècle dernier.
Ce temple constitue un lieu de culte sacré et un centre culturel et spirituel majeur, profondément ancré dans l'histoire et l'identité de Luang Prabang. Le Hong Kep Mien renferme le char funéraire du roi Sisavangvong. Il est conçu pour transporter les immenses urnes mortuaires en or de la famille royale. 7 serpents nagas à langue rouge flanquent le char rutilant. Les moines s'affairent aux préparatifs du Lightboat Festival ou Festival des Lumières, qui va être célébré dans et devant tous les temples de Luang Prabang et jusqu'au fleuve Mekong. Les jeunes filles et garçons, représentant de différentes minorités ethniques, ont revêtu leur tenue traditionnelle. On prépare également les offrandes dans les temples. Les rites et cérémonies débutent, comme tous les jours, aux environs de 18 heures. La nuit tombe sur la cité. Les bonzes se préparent à une longue nuit de veille et de célébration. Les temples s'illuminent peu à peu tandis que les moines allument des milliers de bougies, des lanternes et des luminions qui vont éclairer le Luang Prabang. Une cérémonie du culte bouddhiste entre moines et novices est en cours au temple Vatsen. La sérénité qui règne autour des monastères contraste avec l'agitation et l'excitation qui commencent d'envahir la foule croissante dans les rues de la ville. Une autre célébration a lieu dans un temple tout proche où les fidèles se pressent. À l'extérieur, les parterres s'enluminent un peu partout. La fête des Lumières de Luang Prabang est une célébration de la fin de la saison des pluies et du retour de Bouddha sur Terre. Elle coïncide également avec la fin du carême bouddhiste.
Le battement des tambours annonce le début de la procession. Dès la nuit tombée, celle de la pleine lune, le défilé s'élance dans l'avenue principale de Luang Prabang. Une vingtaine de grandes jonques bigarrées et illuminées que chaque village aura fabriquées durant la semaine qui précède cette fête. Chacun rivalise d'ingéniosité et doit se montrer à la hauteur de son village, car un vote final clôturera le festival. Les embarcations sont constituées d'une structure en bambou et de papier coloré. De leur côté, les moines en fabriquent deux. L'une sera exposée devant le temple et la seconde lancée sur le fleuve avec les autres. Les familles ont également à cœur de confectionner ou d'acheter un élément flottant, comme une petite jonque ou un lumignon, fait de troncs et de feuilles de palmier, de bambou et de papier saha, papier local à base d'écorce de mûrier, de toutes les couleurs. Les premiers bateaux illuminés sont amenés sur les berges du Mékong. La foule est si nombreuse que circuler, quel que soit le sens, se révèle pratiquement impossible. Certaines des jonques très élaborées et incroyablement illuminées abritent des lampes à pétrole et exposent des billets de banque et offrandes diverses que les enfants des villages situés en aval du fleuve pourront recueillir. Elles sont parfois d'une longueur remarquable. Celle en forme de naga, serpent, quant à elle, dépasse largement les 10 mètres. Hydres à 3 têtes, dragons et autres créatures mythologiques traversent la ville, flanquées d'une foule monumentale de festivaliers et touristes qui s'époumonnent, chantent, dansent et boivent, parfois sans limite, dans un joyeux chaos et un brouhaha musical de plus de 3 heures. La procession atteint son point culminant au pied du Wat Xian Tong, le temple situé en bout de péninsule. Lors de leur mise à l'eau, avec des milliers d'autres objets flottants de toutes sortes, des vœux et des souhaits seront exprimés en hommage au fleuve Mékong, qu'on peut traduire par mère de toutes choses. Tout partira peu à peu au gré des courants. Assurément le plus beau festival du Laos. L'Indochine, c'est dur. C'est vraiment très dur. C'est l'enfer, je dirais même. On est content, on est sorti vivant. À 30 km de Luang Prabang, donc une bonne heure de scooter pour nous, sur des routes d'une qualité contestable, nous rejoignons tôt dans la matinée le site de Quang Si. Ce n'est pas seulement une merveille de la nature, c'est aussi un sanctuaire et un centre de sauvetage des ours noirs asiatiques. Une quarantaine d'entre eux y vivent librement, à l'abri du danger, heureux survivants d'un trafic cruel. Beaucoup se faisaient tuer par des trappeurs pour la préparation de nourriture locale ou la fabrication de médicaments. Les chutes de Quang Si, un des joyaux du patrimoine naturel du Laos, sont une formation de multiples cascades dessinant des bassins d'eau bleu turquoise situés au milieu d'un paysage idyllique associant forêt de bambou et jungle luxuriante. Ce que d'aucuns pourraient considérer comme un coin de paradis. Les vasques calcaires révèlent une eau d'une couleur turquoise saisissante, due à une forte concentration de carbonate de calcium. La plus grande cascade de Quang Si chute de 60 mètres de haut. L'eau se déverse ensuite dans une deuxième, puis une troisième cascade et une succession de piscines naturelles qui s'étalent sur plusieurs niveaux, lieu de baignade privilégié de milliers de visiteurs, dont le nombre excessif dénature parfois l'atmosphère harmonieuse, dans une végétation exubérante. Sur la route entre Quang Si et Luang Prabang, on passe forcément devant le Wat Nazao Sukaram, un monastère remarquablement entretenu, dans l'enceinte duquel on peut découvrir des répliques de la pagode Kyaikikyo de Birmanie et du temple Mahabodhi d'Inde.
De l'autre côté du Mékong, après avoir franchi le fleuve en bac, on se retrouve face au cœur de ville de Luang Prabang. On mesure alors toute la beauté de cette cité et son environnement. Toujours en scooter pour notre troisième jour, nous traversons un village tout à fait traditionnel, Xian Maen, qui a conservé toutes ses caractéristiques depuis le XIVe siècle. Il compte plusieurs temples, notamment le Wat Chom Phet, au sommet de la colline, qui offre une vue panoramique sur la cité et le fleuve nourricier du pays. Les villages de pêcheurs abondent le long du Mékong. Les petits monastères aussi, plus ou moins en bon état, mais toujours richement peints, avec leurs reliques et leurs objets de piété. Paksé, qui veut dire embouchure de la rivière en Lao, la capitale de la province de Champasak et troisième ville du pays, située à la jonction des fleuves Xedong et Mékong. Le grand Bouddha doré, le plus haut d'Asie paraît-il, veille sur la cité et se pare d'une teinte cuivrée au coucher du soleil. Derrière la grande statue, on découvre un petit temple, le Phu Salao, flanqué de dizaines de Bouddhas alignés côte à côte. Ici, dans les montagnes, la machette est un outil incontournable dont chaque habitant des Boloven possède au moins un exemplaire. Dans le village d'Ouaï, on utilise encore une forge très artisanale pour fabriquer toutes sortes d'outils, dont ces grands couteaux indispensables aux travaux des champs. Le plateau des Boloven se situe à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Paksé. Son nom vient de celui de l'ethnie majoritaire qui y vit, les Laven. Les deux minorités les plus importantes du groupe des Laven dans la région sont les Halak et les Katu. Ils vivent dans des villages dispersés en bord de route d'une dizaine à une soixantaine de maisons sur pilotis, construites la plupart du temps autour d'une maison communale qu'on appelle Samoson. À l'origine, leur habitat spécifique était identifiable car conçu en palmes et en chaumes disposés en cercle. Mais de nos jours, ces maisons traditionnelles sont le plus souvent bâties avec du bois et des tôles. Les Katu maîtrisent l'art de la couture et nombre d'entre eux sont tisserands depuis des générations. C'est un travail minutieux, long et pénible, réalisé exclusivement par les femmes. Ce n'est pas pour autant que les hommes ne participent pas à la production. Ils construisent le métier à tisser et toutes les composantes en bois. Ils peuvent également participer aux activités annexes telles que le bobinage ou la teinture.
Le métier à tisser est présent dans toutes les familles au Laos, même les plus modestes. L'art du tissage se transmet de mère en fille, tout comme les savoirs qui vont avec. Les tissus sont aussi d'importants marqueurs sociaux. Les vêtements et leurs motifs sont révélateurs de l'âge et du statut de celle ou celui qui les porte, mais également de son ethnie. On en compte près de 50 au Laos, dont la plupart ont leur propre style traditionnel de tissage. Par exemple, chez les Hakka, le style et la décoration de la coiffe d'une femme mentionnent le temps qui s'est écoulé depuis qu'elle a donné naissance à un enfant. Sur le plateau, les minorités vivent principalement de l'agriculture. On y cultive un café très réputé, Robusta et Arabica, un thé blanc composé de bourgeons issus de théiers semi-sauvages, du poivre et surtout du riz, qui constitue l'aliment de base. On y voit également des plantations d'EVA, pour le caoutchouc, de manioc, de maïs et de bananes. Dans la province de Saravan, au cœur du plateau des Boloven, les chutes de Tadlo et Tadhang se succèdent. La première dévale dans un grand bassin naturel, 6 mètres plus bas, au milieu d'une forêt primaire. La seconde achève sa course au pied du village de Tadlo, dans un environnement luxuriant. Nous sommes là au meilleur moment pour admirer les cascades. Octobre, c'est la fin de la saison des pluies. Le reste de l'année, les cascades sont alimentées en eau à l'aide d'un système d'écluses. Nous faisons escale au village pour la nuit. Les habitants du plateau sont animistes, ce qui signifie que ces peuples croient aux esprits, aux génies protecteurs, mais également en une force vitale qui anime les objets et les éléments naturels, par exemple les rochers, l'eau, le vent. Certains villages possèdent un chaman. Il est le détenteur des connaissances et pratique des rites chamaniques pour guérir les malades et prédire l'avenir du village. À Kandon, au centre d'un grand espace dégagé, la maison communale, qui symbolise l'unité et l'identité du village et assure la garde de son esprit. Celle-ci est remarquablement décorée. Les Katous sont connus au Laos pour leur sacrifice annuel du buffle rendant hommage à l'esprit du village, mais aussi pour une autre coutume unique, celle de sculpter des cercueils en bois pour chaque membre du foyer bien avant le décès attendu. On peut parfois voir ces cercueils sous les maisons ou sous les greniers à riz. Un petit marché s'est établi sous l'assise d'une maison, exclusivement tenue par des femmes, qui attendent le client en fumant à l'abri sous la pluie. La vannerie, travail quotidien réservé aux hommes. Tressage de lamelles de bambou pour la réalisation de pots de stockage de graines, de paniers d'hiver. En route pour Paksong. Cette petite ville est considérée comme la capitale du café au Laos. La fertilité de son sol volcanique, la haute altitude et le climat régulier de la région sont autant de facteurs qui ont favorisé l'épanouissement des pousses et des fèves. Beaucoup se plaisent à dire qu'on y déguste le meilleur café du monde bio. Le marché local a conservé tout son charme à travers les années. Réparti sur une vaste surface, on y déniche une foultitude de produits alimentaires, légumes, poulets, poissons, ainsi qu'un grand choix de fruits. On peut y manger sur le pouce toutes sortes de brochettes et autres plats typiquement laotiens, nouilles, bols de légumes, etc., dans une ambiance conviviale.
Les villages Katous sont bien agencés et les maisons parfaitement conçues, toujours autour de la maison commune. On en perçoit toute l'esthétique en prenant de l'altitude. Ici, une immense plantation d'EVA destinée à la production de caoutchouc naturel, le latex. Il se récolte par saignée périodique sur l'écorce du tronc. Dans ce village, toutes les femmes sont au tissage sous leur maison. Plus de la moitié de la population laotienne vit en dessous du seuil de pauvreté. Le taux de mortalité infantile est assez élevé puisque 6% des enfants laotiens meurent avant l'âge de 5 ans. Ce terrible constat est le résultat d'un manque d'hygiène, de personnel et de médicaments qui accentue le risque de propagation des épidémies. Le Laos doit encore aujourd'hui faire face à des maladies telles que la polio ou le tétanos. Autre fléau particulièrement présent dans le pays, la pipao, qu'il nomme Die Kai, liée à l'importance de la culture du tabac. Hommes, femmes, enfants, même en très bas âge, tous fument la pipao. Le principe étant de filtrer la fumée dans l'eau avant de la faire entrer dans les poumons. Une expression laotienne dit que les cigarettes provoquent la tuberculose, mais que la pipao est bonne pour les poumons. Ainsi, les fumeurs pensent que la fumée filtrée dans l'eau est une bonne fumée. Une des plus spectaculaires cascades du plateau des Boloven, les chutes de Katamtok. Cachée au cœur de la forêt primaire, elle dépasse les 100 mètres de haut. On peut l'admirer dans son entièreté depuis l'autre côté de la vallée, au bord de la route qui mène au village de Sekong. Le Wat Phu est un ensemble de temples du 5e siècle situé dans la province de Champasak. Site fondé par les Khmers, un peuple d'origine cambodgienne, qui ont régné sur la région entre les 9e et 13e siècles, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il a été un centre religieux et politique majeur, ainsi qu'un point de passage pour les marchands et les pèlerins. Les vestiges du Wat Phu témoignent de l'influence de l'hindouisme et du bouddhisme dans la région. Les palais nord et sud ont été édifiés au pied de la colline, de part et d'autre de l'allée qui mène au sanctuaire principal, résidence des prêtres et des dignitaires du temple. Les bâtiments sont ornés de sculptures et de bas-reliefs représentant des divinités hindoues et des scènes de la vie quotidienne. La bibliothèque du Wat Phu est un petit bâtiment situé près du sanctuaire principal. Elle abritait les manuscrits sacrés et les textes religieux. Elle témoigne de l'importance de la connaissance et de l'éducation dans la culture khmer. Dernière étape de notre tour dans les montagnes du sud Laos, la province de Khammouane. Une région de beauté sauvage et de nature préservée, où les collines karstiques se hérissent partout autour de nous. La région est truffée de grottes, de lacs et de lagons. Le grand barrage de Nam Thön, inauguré en 2012, a inondé une vallée de 50 km et entraîné le déplacement de 30 000 villageois. On distingue un peu partout les silhouettes fantomatiques d'arbres immergés. Une des merveilles géologiques du Laos se cache au plus profond de la nature sauvage du parc national de Phu Hin Bun, la grotte de Konglor. Pour la rejoindre, il faut traverser une forêt jusqu'à la rivière In Bun. Notre guide prépare une barque.
à demi coulé, qu'il doit préalablement vider de son eau, afin de nous mener jusqu'à un îlot où nous embarquerons pieds nus dans une pirogue à moteur qui nous permettra de naviguer dans la grotte. C'est parti pour une traversée longue de 7,5 km dans le noir le plus total. La lampe qu'on nous a fournie n'éclaire quasiment rien. Sensation un peu oppressante dans un premier temps, mais petit à petit, les sens s'aiguisent et l'on s'habitue à cette absence de lumière. Notre accompagnateur nous dépose sur une plage bien éclairée au milieu de gigantesques stalactites et stalagmites. L'habile jeu de lumière met subtilement en valeur les formations rocheuses. Nous évoluons une vingtaine de minutes dans ce dédale avant de revenir à la pirogue. La grotte peut atteindre 100 mètres au plus haut et jusqu'à 30 mètres de large. Après 30 minutes de navigation, nous apercevons enfin la lumière du jour. On se retrouve entouré d'un écrin de jungle exubérante et de collines calcaires, un peu comme un endroit secret. Trajet retour vers la capitale, Vientiane. Le travail au champ est commencé depuis l'aube. Le Rock View Point de Kunkan, au nord de la province de Khammouane, est un des hotspots de la région. On peut y glisser dans les airs sur des tyroliennes entre d'anciens karsts, survoler des vallées profondes et des crêtes calcaires pointues. On peut grimper au sommet des falaises sur une via ferrata et marcher dans le vide sur le plus grand pont de cordes en toile d'araignée d'Asie. C'est un paysage sans fin de roches karstiques. Voyager au Laos a quelque chose d'intemporel. C'est l'immersion dans une nature brute, faite de jungles, de vastes forêts, de lacs, de chutes d'eau, de villages traditionnels. C'est la rencontre d'un peuple chaleureux, souriant et bienveillant. C'est aussi la découverte d'un grand nombre de minorités qui ont conservé leur culture et leur mode de vie. Et bien que le Laos se développe à grands pas, notamment depuis la création de la ligne TGV entre Vientiane et la frontière chinoise, qui déverse des hordes de touristes dont on ne commentera pas ici le comportement, il reste un pays encore étonnamment authentique. Mais pour combien de temps ?